Quatrième partie, prisonnier de la neige. Chapitre 26, au pays des rêves. Le tricot lui donnait sommeil. Aujourd'hui, même Bartok lui aurait donné sommeil, mais ce n'était pas du Bartok qui passait sur le petit électrophone, c'était du bac. Ses mains ralentissaient de plus en plus, et au moment où son fils faisait la connaissance de l'hôte permanente de la chambre 217, Wendy s'était endormie, son tricot sur les genoux. La pelote de laine et les aiguilles montaient et descendaient au rythme régulier de sa respiration. Son sommeil était profond, sans rêve. Jack Torrance dormait lui aussi, mais d'un sommeil léger et agité, peuplé de rêves qui paraissaient presque trop vrais pour n'être que des rêves. Ses paupières avaient commencé à s'alourdir alors qu'il feuilletait des liasses de factures de lait. À raison de 100 factures par liasse, ça devait faire au total des dizaines de milliers de factures, mais il jetait un coup d'œil à chaque facture, craignant de laisser passer par négligence la pièce à conviction qu'il cherchait, et qui, il en était persuadé, devait se trouver quelque part ici. Il était comme quelqu'un qui cherche à tâtons le commutateur dans une pièce obscure. S'il le trouvait, tout s'éclairerait. Il avait bien réfléchi au coup de téléphone d'Al Shockley et à la promesse qu'il lui avait faite. Son expérience étrange du terrain de jeu l'avait aidé à prendre une décision. Ses hallucinations ressemblaient à de véritables manifestations psychotiques. Il était persuadé qu'il fallait voir en elles la révolte de son cerveau contre son renoncement au livre sur l'Overlook, renoncement qu'elle lui avait réclamé sur un ton si impérieux. Elles étaient peut-être le signal d'alarme, le prévenant qu'à force de se laisser piétiner, il finirait par perdre tout respect de lui-même. Il fallait qu'il écrive ce livre, même s'il fallait renoncer pour cela à l'amitié de Hal. Il raconterait l'histoire de l'hôtel aussi franchement, aussi simplement que possible. L'introduction serait le récit de ses hallucinations dans le parc au buis. Le titre, sans être génial, serait fonctionnel. L'Overlook ou les mystères d'une station de montagne. Il dirait la vérité, non pas pour se venger de Hal, de Stuart Ullman, de George Hatfield ou de son père, bien que ce fût un véritable ivrogne et un tyran domestique, ni d'ailleurs de qui que ce soit d'autre. Il l'écrirait parce que l'Overlook l'avait ensorcelé. Pouvait-on imaginer une explication plus simple ou plus vraie? Et pour la même raison que l'on écrivait toute grande œuvre littéraire, que ce soit de la fiction ou non, pour dire la vérité, laquelle finit toujours par éclater. Il l'écrirait parce qu'il avait besoin de l'écrire. Les paupières lourdes, il s'affaissa un peu plus sur sa chaise, tenant encore une poignée de reçus que ses yeux ne lisaient déjà plus. L'Overlook n'occupait plus son esprit. Il pensait à son père, qui avait été infirmier à l'hôpital communal de Berlin. C'était un colosse d'1,90 m, 3 centimètres de plus que Jack lui-même. Jack était le Benjamin, et le vieux aimait le lui rappeler. « C'est le Tom Pouce de la famille », disait-il en riant, et en donnant à Jack une petite tape amicale. Ses deux frères étaient encore plus grands que le père, et Jack avait mis longtemps à rattraper et à dépasser sa sœur Becky, qui ne mesurait aujourd'hui que 7 centimètres de moins que lui. L'évolution de ses rapports avec son père avait ressemblé à l'éclosion d'un bourgeon, qui promet une fleur magnifique, mais qui, piqué à l'intérieur, ne s'épanouit pas. Jusqu'à l'âge de 7 ans, il avait aimé son père très fort, sans jamais le juger, malgré les fessées, les bleus et parfois même les yeux pochés. Il se souvenait de ces délicieux soirs d'été où la maison respirait le calme et la tranquillité. Brett, le frère aîné, était sorti avec sa petite amie. Le second était dans sa chambre à étudier. Sa sœur Becky et sa mère regardaient au salon le vieux poste de télévision. Tandis que lui, assis dans l'entrée avec rien d'autre sur la peau que sa chemise de corps, faisait semblant de jouer avec ses camions, mais attendait en fait le moment où son père, rompant le silence, rentrerait à la maison. Il arrivait en faisant claquer la porte derrière lui, lançait un bonsoir tonitruant à l'enfant qui l'avait attendu, et Jackie piaillait de joie en voyant s'avancer vers lui ce grand bonhomme dont la calvitie rose luisait sous le plafonnier. Sous cette lumière, dans son uniforme blanc, avec sa chemise flottante, parfois tachée de sang, et son pantalon dont le revers s'avachissait sur ses chaussures noires, il ressemblait à quelque fantôme géant. Son père le prenait alors dans ses bras et le jetait en l'air avec une telle force que la pression de l'air lui comprimait soudain le crâne, comme une calotte de plomb. Il montait comme une flèche, de plus en plus haut, tout en criant avec son père « Ascenseur, ascenseur !» Certains soirs, quand son père, le visage nimbé d'un brouillard de bière, était trop saoul pour pouvoir contrôler l'élan de ses bras vigoureux, Jackie, propulsé comme un projectile humain, partait en vol plané par-dessus le crâne plat de son père et allait s'écraser derrière lui sur le parquet de l'entrée. Mais il y avait d'autres soirs où son père, à force de l'envoyer en l'air, de le rattraper et de le secouer comme un vieux chiffon, le jetait dans de telles transes de fou rire qu'il en attrapait le hoquet.
Les doigts de Jack se détendirent, lâchant les reçus qui glissèrent à terre en se balançant paresseusement. Ses paupières, qui gardaient l'image du père que la lanterne magique du souvenir avait projetée sur elle, s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent aussitôt. Un spasme parcourut son visage. Flottant comme les reçus qu'il avait lâchés, comme les feuilles de tremble à l'automne, sa conscience sombra doucement. Telle avait été la première phase de ses rapports avec son père, et vers la fin, il s'était rendu compte que Becky et ses frères, tous plus âgés, haïssaient leur père, et que leur mère, une femme incolore et inodore, qui n'ouvrait pratiquement jamais la bouche, ne le supportait que parce que son éducation catholique lui en faisait un devoir. À cette époque-là, Jacques n'avait pas trouvé étrange que son père réglât tous ses conflits avec ses enfants en leur flanquant des raclées, ni que son propre amour pour lui allât de pair avec la peur, peur du jeu de l'ascenseur, qui pouvait un soir ou l'autre dégénérer en drame à la suite d'une mauvaise chute, peur que les jours de congé, la bonne humeur bourrue de son père ne se transformât subitement en brutales engueulades et en claques de sa bonne main droite, et quelquefois même, il s'en souvenait, il avait eu peur rien qu'à voir l'ombre de son père se poser sur lui alors qu'il jouait. C'est vers la fin de cette phase-là qu'il avait commencé à remarquer que Brett n'amenait jamais ses petites amies à la maison, pas plus que Mike et Becky leurs copains. Son amour avait commencé à tourner à l'aigre à l'âge de 9 ans, quand son père avait battu sa mère avec sa canne. Le vieux Torrance s'était mis à se servir d'une canne un an plus tôt, quand, à la suite d'un accident de voiture, il était devenu boiteux. À partir de ce moment-là, cette longue canne noire à pommeau doré ne l'avait plus quitté, et Jack tressaillit dans son sommeil au souvenir de son sifflement cruel quand elle s'abattait contre le mur, ou sur quelqu'un. Cet accès de brutalité était survenu à l'improviste, sans mobile apparent, sans que sa mère n'eût rien fait pour le provoquer. Ils étaient tous à table en train de dîner. C'était un dimanche soir, à la fin d'un week-end de 3 jours pour son père, 3 jours qu'il avait passés comme d'habitude à se saouler en grand style. On avait servi du poulet rôti, des petits pois et de la purée de pommes de terre. Papa, au bout de la table, la canne appuyée contre sa chaise, somnolait ou presque devant son assiette pleine, tandis que sa mère faisait passer les assiettes. Une veine enflée barrait son front, ce qui était toujours mauvais signe, et ses yeux, enfoncés dans les chairs rebondies de son visage joufflu, étincelaient de méchanceté. Il les avait dévisagés à tour de rôle, tandis qu'une de ses grosses mains tachetées de son avait saisi le pommeau doré de la canne et le caressait. Il avait dit quelque chose au sujet du café. Jack restait persuadé, encore aujourd'hui, que c'était bien le mot « café » qu'il avait prononcé. Et maman avait ouvert la bouche pour répondre quand la canne avait fauché l'air, la frappant de plein fouet au visage et faisant jaillir le sang de son nez. Becky s'était mise à hurler et les lunettes de maman étaient tombées dans la sauce. La canne était remontée pour s'abattre de nouveau, sur le crâne cette fois, fendant le cuir chevelu. Maman était tombée à terre et était restée inerte sur le tapis. Bajoue tremblotante, le regard enflammé, papa, se déplaçant avec l'agilité et la rapidité grotesque des gros, avait alors bondi de sa chaise et foncé sur elle. Brandissant sa canne, il l'avait houspillée exactement comme il avait l'habitude de houspiller ses enfants quand il les battait. « Voilà, voilà pour toi, canaille. Voilà ta correction, voilà la raclée que tu mérites. » La canne était montée et redescendue encore 7 fois, avant que Brett et Mike pussent l'arrêter et l'entraîner plus loin pour la lui arracher des mains. Jack, il était redevenu petit Jackie pour l'instant, un petit Jackie somnolent et marmonnant, assis sur une chaise de camping couverte de toile d'araignée, tandis que la chaudière recommençait à rugir derrière lui. Il savait exactement combien de fois la canne s'était abattue, parce que chaque coup était resté gravé dans sa mémoire, aussi indélébile que les entrailles d'un ciseau dans la pierre. 7 coups, pas un de plus ni de moins. Incrédule et sanglotant, Becky et lui avaient regardé les lunettes de leur mère dans la purée, un des verres cassés et barbouillé de jus. Du fond du couloir, Brett criait, disant à papa que s'il bougeait, il le tuerait. Et papa répétait sans cesse « Fumier, salopard, donne-moi ma canne. Je te dis de me la donner, bon Dieu. » Et Brett, brandissant hystériquement la canne, avait dit « Oui, oui, je te la donnerai. Si tu bouges d'un poil, tu verras, je te la donnerai autant que tu voudras, et plutôt 2 fois qu'une. Je vais te régler ton compte. » Quant à maman, le visage déjà bouffi comme une vieille chambre à air trop gonflée, saignant à 4 ou 5 endroits, elle avait réussi à se mettre debout et avait prononcé des paroles terribles, les seules sans doute que Jack eût jamais retenues mot pour mot. « Qui est-ce qui a pris le journal ? Ton père voudrait voir les bandes dessinées. Est-ce qu'il s'est mis à pleuvoir ?» Puis, les cheveux tombant sur son visage tuméfié et ensanglanté, elle s'était écroulée à terre. Mike avait téléphoné au docteur et, balbutiant dans le récepteur, avait demandé qu'il vienne immédiatement. Oui, c'était pour leur mère, mais il ne pouvait pas dire de quoi il s'agissait, pas au téléphone, pas sur une ligne à plusieurs postes. Il ne le pouvait pas. Mais qu'ils viennent vite.
Le docteur était venu et avait envoyé maman à l'hôpital où papa travaillait. Papa, un peu dégrisé, ou peut-être simplement par ruse, comme une bête traquée, avait dit au docteur qu'elle était tombée dans l'escalier. S'il y avait du sang sur la nappe, c'est parce qu'il avait essayé d'en essuyer le visage de sa pauvre femme chérie. Et ses lunettes ont traversé en volant tout le salon pour aller atterrir dans la purée et le jus de poulet, avait demandé le docteur avec un affreux sourire narquois. C'est comme ça que ça s'est passé, Marc? J'ai entendu parler de gens qui reçoivent des émissions de radio sur leur plombage en or. J'ai même vu un homme qui avait reçu une balle entre les deux yeux et a vécu pour le raconter. Mais c'est bien la première fois que j'entends parler de lunettes volantes. Papa s'était contenté de secouer la tête et de dire qu'il n'y comprenait rien, lui non plus. Elles avaient dû tomber dans la purée au moment où il l'avait transportée dans la salle à manger. Les 4 enfants avaient été interloqués par l'énormité du mensonge. 4 jours plus tard, Brett avait quitté son travail à la fabrique et s'était engagé dans l'armée. Jack avait toujours pensé que si Brett était parti, ce n'était pas seulement parce que son père avait agressé sa mère d'une façon aussi brutale et aussi irrationnelle, mais aussi parce qu'à l'hôpital, sa mère, tout en tenant la main du curé de la paroisse, avait corroboré la version des faits donnée par son père. Dégoûté, Brett les avait abandonnés à leur sort. Il avait été tué dans la province de Jong-ho en 1965, l'année où Jack, entré à l'université, commençait à militer en faveur de la paix. Aux manifestations qui attiraient de plus en plus de monde, il avait brandi la chemise ensanglantée de Brett, mais quand il prenait la parole, ce n'était pas le visage de son frère qu'il voyait devant ses yeux, mais celui de sa mère, qui, hébétée et n'ayant toujours rien compris, demandait « Qui a pris le journal ?» Mike s'est sauvé 3 ans plus tard, quand Jack avait 12 ans. Bénéficiaire d'une bourse confortable, il était entré à l'université du New Hampshire. 1 an plus tard, leur père était mort, terrassé par une attaque d'apoplexie pendant qu'il préparait un patient pour une opération. Il s'était écroulé dans son uniforme blanc, à la chemise flottante, mort peut-être avant même de toucher le carrelage noir et rouge. Et 3 jours plus tard, l'homme qui avait dominé la vie de Jackie, l'irrationnel dieu fantôme blanc, était sous terre. Sur la pierre tombale, on avait gravé « Marc Anthony Torrance, père aimant ». À cela, Jack aurait volontiers ajouté une ligne « Il savait jouer à l'ascenseur ». Le vieux Torrance avait souscrit plusieurs assurances-vie. Certains collectionnent les assurances comme d'autres collectionnent les timbres ou les monnaies, et il était de cela. L'argent de l'assurance commençait à rentrer au même moment où cessaient les paiements aux assureurs et les dépenses pour l'agricole. Pendant 5 ans, ils avaient été riches, ou presque. Dans son sommeil tourmenté, un visage surgit devant ses yeux, comme dans un miroir. Le visage hébété de sa mère, qui, battue et sanglante, sortait de dessous la table et se relevait en disant « De la part de ton père !» Je répète, un message important de la part de ton père. Reste à l'écoute pour entendre notre émission, l'heure du bonheur. Je répète. La voix s'éloigna puis se tut. D'autres voix retentissaient faiblement comme un écho désincarné venu du fond d'un long couloir obscur. Excusez-moi, monsieur Ullmann, mais est-ce que ce n'est pas... La réception, avec ses classeurs, le grand bureau d'Ullmann, le registre blanc, déjà en place pour l'an prochain. Jamais pris de cours, ce sacré Ullmann. Toutes les clés soigneusement suspendues à leur crochet, le poste de radio sur son étagère. Il manque une clé. Laquelle? Le passe-partout. Passe-partout, passe-partout. Qui a pris le passe-partout? Si nous faisions un tour à l'étage, nous découvririons peut-être le coupable. Il alluma le poste. Les émissions des particuliers arrivaient par bribes, en petites explosions crépitantes. Changeant de fréquence et tournant le bouton de sélection, il attrapa au passage des bouffées de musique, les nouvelles, un pasteur haranguant une foule de fidèles qui gémissaient doucement, les prévisions météorologiques, et enfin une voix sur laquelle il revint pour la capter. C'était la voix de son père. « Tue-le. Il faut le tuer, Jackie. Et elle aussi. Parce qu'un vrai artiste doit souffrir, parce que tout homme tue ceux qu'il aime. Parce qu'ils n'arrêteront jamais de conspirer contre toi, d'essayer de t'étouffer, de te faire sombrer. À la minute où je te parle, ton fils se trouve là-haut en violation flagrante de tes ordres. C'est une canaille. Punis-le, Jackie. Rosse-le. Rosse-le à mort. Bois un verre, Jackie, mon petit, et nous jouerons à l'ascenseur. Je t'accompagnerai quand tu iras lui administrer sa correction. Je sais que tu pourras le faire, j'ai confiance en toi. Il faut le tuer. Il faut le tuer, Jackie, et elle aussi. Parce qu'un vrai artiste doit souffrir. Parce que tout homme... Non, s'écria-t-il tout d'un coup. Mais tu es mort et enterré, tu ne vis plus. Je ne te veux plus. Parce qu'il avait renié la partie de lui-même qui venait de son père, ce père revenait à la charge maintenant et s'introduisait sournoisement chez lui, dans cet hôtel à 3000 kilomètres de la Nouvelle-Angleterre, où il avait vécu et où il était mort. Non, ce n'était pas juste. Il souleva à bout de bras le poste de radio et le jeta à terre où il se fracassa en 1000 morceaux, crachant de vieux ressorts et de vieux tubes.
C'était comme s'il avait joué à l'ascenseur avec le poste de radio. La voix de son père s'évanouit et dans le bureau de réception froid et impersonnel, on n'entendit plus que celle de Jack qui répétait inlassablement « Mort! Tu es mort! Tu es mort !» Soudain, il entendit au-dessus de sa tête un bruit de pas précipité et la voix épouvantée de Wendy. « Jack! Jack !» Sans réagir, il resta là, à regarder le poste radio fracassé. Il ne leur restait plus d'autre lien avec le monde extérieur que le scooter des neiges dans la remise. Il se couvrit les yeux de ses mains et se serra les tempes. Il commençait à avoir mal à la tête. Chapitre 27. En catalepsie. Pieds nus, Wendy se précipita le long du couloir et dévala l'escalier qui débouchait dans le hall. Elle n'eut pas l'idée de jeter en passant un regard à l'escalier qui montait au 2e étage. Elle y aurait vu Danny, planté sur le palier, le pouce à la bouche. Silencieux et immobile, il fixait l'espace d'un regard vide. Le col et les épaules de sa chemise étaient trempés et il avait des hématomes au cou et sous le menton. Les cris de Jack avaient cessé, mais la peur ne le lâchait pas. La voix qui l'avait arraché au sommeil avait retrouvé les accents menaçants d'autrefois, accents qu'elle ne connaissait que trop bien. Elle avait l'impression de rêver encore, mais elle savait bien au fond d'elle-même qu'elle était éveillée, et ce n'en était que plus horrible. Elle se voyait faisant irruption dans le bureau et surprenant Jack, saoul et affolé, penché sur le corps inerte de Danny. Elle poussa la porte et découvrit Jack qui, blanc comme un linge, se massait les tempes. Le grand poste émetteur, fracassé, gisait à ses pieds dans une nappe d'éclat de verre. « Wendy ?» demanda-t-il d'un air incertain. « Wendy ?» De plus en plus stupéfaite, elle crut entrevoir un instant le vrai visage de Jack, celui qu'il dissimulait d'ordinaire si bien, le visage d'un être désespérément malheureux, impuissant comme un animal pris dans un piège dont la complexité le dépasse et dont il ne peut se dégager. Des contradictions incontrôlables tiraillaient ses traits, ses lèvres tremblaient, sa pomme d'Adam montait et descendait. Horrifiée, elle se rendit compte qu'il allait se mettre à pleurer. Elle l'avait déjà vu pleurer, mais pas depuis qu'il avait cessé de boire. Et même du temps où il buvait, il fallait qu'il fût particulièrement ivre et bourrelé de remords. Ce n'était pas un homme à laisser paraître ses émotions, et de le voir s'y abandonner l'emplissait de terreur. Il s'avança vers elle, les yeux remplis de larmes, secouant la tête comme s'il essayait en vain de refouler le torrent de ses émotions, et de sa poitrine s'échappa un sanglot convulsif, déchirant. Ses pieds, chaussés de pantoufles tricotées, trébuchèrent sur les débris du poste, et il s'affala contre Wendy, qui chancela sous son poids. L'haleine qu'il lui soufflait au visage ne sentait pas l'alcool. D'ailleurs, comment aurait-il pu en être autrement? Il n'y avait pas d'alcool ici. « Qu'est-ce qui est arrivé ?» lui demanda-t-elle en le soutenant du mieux qu'elle pouvait. « Jack, qu'y a-t-il » Mais il ne parvenait pas à maîtriser ses sanglots et s'accrochait désespérément à elle, la serrant à l'étouffer, roulant sa tête sur ses épaules dans un geste de refus impuissant. Sous sa chemise, sous son jean, elle sentait son corps qui tremblait. « Mais Jack, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qui s'est passé !» Peu à peu, des paroles émergèrent du torrent des sanglots, incohérentes d'abord, puis de plus en plus compréhensibles au fur et à mesure que ses larmes s'épuisaient. Un rêve. Je crois que c'était un rêve, mais un rêve qui était si vrai que je... T'es ma mère, elle disait que mon père allait parler à la radio. Il disait je ne sais pas, il m'a engueulé. Alors j'ai cassé le poste pour le faire taire. Oui, pour ne plus l'entendre. Il est mort, je ne veux plus le voir, même en rêve. Mais il est mort. Mon Dieu, Wendy, mon Dieu, je n'ai jamais fait un pareil cauchemar. Je ne veux plus jamais en refaire comme ça, c'était atroce. J'étais au sous-sol, assis sur ma chaise, en train de fouiller dans des vieux reçus de la laiterie mortellement ennuyeux. Et j'ai dû m'assoupir. C'est alors que j'ai commencé à rêver. J'ai dû monter ici, tout en dormant, comme un somnambule. Blotti contre son cou, il essaya faiblement de rire. Encore une grande première. « Jack, où est Danny ?»« Je ne sais pas. Il n'est pas avec toi ?» Il regarda Wendy et son visage se durcit quand il découvrit ses yeux accusateurs. « Tu ne me laisseras jamais oublier, n'est-ce pas, Wendy ?»« Jack, quand je serai sur mon lit de mort, tu te pencheras encore sur moi pour me dire « C'est bien fait pour toi après ce que tu as fait à Danny. »« Jack !»« Et quoi, Jack ?» demande-t-il avec humeur, se redressant brusquement. « Est-ce que tu vas nier que c'est à ça que tu penses? Que je l'ai brutalisé autrefois et que je pourrais recommencer? Mais je voulais savoir où il était, c'est tout. C'est ça, crie comme un putois. Ce n'est pourtant pas en gueulant que tu arrangeras quoi que ce soit. » Elle tourna les talons et gagna la porte. Il la regarda s'éloigner sans bouger, un buvard plein de miettes de verre à la main. Il finit par jeter le buvard dans la corbeille à papier et, se lançant à sa poursuite, la rattrapa près du bureau de la réception. Il mit ses mains sur ses épaules et la retourna vers lui. Elle avait l'air résolue.
Wendy, je suis désolé. C'était le rêve. Je ne suis pas moi-même. Tu me pardonnes ?» Évidemment, dit-elle, sans changer d'expression, et en le secouant d'un geste impatient, lui fit lâcher son étreinte. Elle alla jusqu'au milieu du hall et appela « Hé, prof, où es-tu » N'obtenant aucune réponse, elle se dirigea vers la porte d'entrée, l'ouvrit et sortit sur le chemin que Jack avait déblayé. C'était une tranchée plutôt qu'un chemin, car les monceaux de neige tassés de part et d'autre du passage lui arrivaient à hauteur d'épaule. Elle appela Danny de nouveau, tandis que son haleine se transformait en un duvet blanc. Quand elle rentra, la peur se lisait sur son visage. Maîtrisant son impatience, Jack lui dit d'un air raisonnable « Es-tu sûr qu'il n'est pas dans son lit en train de dormir ? Je te dis qu'il est parti jouer pendant que je tricotais. Je l'ai entendu au rez-de-chaussée. Et tu ne t'es pas endormi ? Peut-être. Et après, je ne vois pas le rapport. Oui, je me suis endormi, mais... Danny ! Et quand tu es redescendu, il y a un instant, est-ce que tu as regardé dans sa chambre ? Demanda Jack. Elle s'arrêta. Il hocha la tête. Ah, c'est bien ce que je pensais. Sans l'attendre, il se mit à grimper l'escalier. Elle le suivit presque en courant, mais il montait plus vite qu'elle, en jambant les marches 2 à 2. Il s'arrêta net au palier du premier étage, et elle vint buter contre lui. Rivé sur place, il levait les yeux épouvantés vers le 2e étage. « Quoi ?» demanda-t-elle, puis elle suivit la direction de son regard. Danny était là-haut, les yeux vides, le pouce à la bouche. À la lumière crue des appliques électriques du couloir, on voyait des marques cruelles sur son cou. « Danny !» s'écria-t-elle. Galvanisé par ce cri, Jack s'élança, suivi de Wendy, et tous deux se jetèrent aux genoux de l'enfant. Wendy le prit dans ses bras, et Danny se laissa étreindre sans réagir. Elle eut l'impression de serrer dans ses bras une poupée de chiffon, et le goût douceâtre de l'horreur lui emplit la bouche. Impassible, Danny continuait de sucer son pouce et de regarder fixement dans l'espace derrière leur tête. « Danny, qu'est-ce que tu as » demanda Jack. Il tendit la main pour toucher les ecchymoses enflés sur le cou de Danny. « Mais qu'est-ce qui t'a... »« Ne le touche pas !» siffla Wendy. Elle souleva Danny dans ses bras et battit en retraite dans l'escalier, avant que Jack, abasourdi, ait eu le temps de se relever. « Mais quoi, Wendy ? Tu ne crois quand même pas que... »« Ne le touche pas ! Je te tuerai si tu lèves encore une fois la main sur lui !»« Wendy !»« Salaud !» Elle lui tourna le dos et dévala l'escalier jusqu'au 1er étage. Danny, le pouce fermement planté dans sa bouche, dodelinait doucement la tête. Ses yeux étaient comme des vitres givrées. Jack entendit Wendy enfiler le couloir de droite au pied de l'escalier et le suivre jusqu'au bout. Elle claqua la porte de leur chambre, poussa le verrou et tourna la clé. Il eut ensuite un court silence, suivi du doux murmure de ses consolations. Pendant un temps indéterminé, Jack resta là, paralysé par les événements qui s'étaient précipités en quelques minutes. Son rêve, qui l'habitait toujours, semblait rendre irréel tout ce qui l'entourait. Était-ce donc lui qui avait fait mal à Danny, comme le pensait Wendy ? Avait-il vraiment essayé d'étrangler son fils pour obéir aux injonctions de son père ? Non, il ne ferait jamais de mal à Danny. Il est tombé dans l'escalier, docteur. En tout cas, à présent, il ne ferait pas de mal à Danny. Comment savoir que la bombe insecticide était effectueuse ? Il n'avait jamais fait de mal à personne, sauf quand il était ivre. Pourtant, tu as failli tuer George Hadfield ? Non, cria-t-il dans le couloir, martelant ses cuisses de ses poings sans pouvoir s'arrêter. Assise dans un fauteuil près de la fenêtre, Wendy tenait Danny serré contre elle et lui murmurait les consolations qui avaient déjà fait leur preuve, paroles incantatoires, formules magiques dénuées de sens, oubliées aussitôt après. Il s'était recroquevillé contre elle sans protester, mais sans plaisir non plus, et il semblait s'être transformé en un simulacre de lui-même, en une affreuse poupée de cire insensible à tout. Il ne tourna même pas la tête quand Jack cria « non » quelque part dans le couloir. La confusion dans l'esprit de Wendy avait cédé la place à une émotion plus pernicieuse, la panique. Que Jack fût l'auteur de ce nouveau méfait, elle n'en douta pas un seul instant. Ses protestations d'innocence n'entamaient nullement sa conviction, et elle trouvait parfaitement plausible que Jack eût essayé d'étrangler Danny dans son sommeil, tout comme il avait fracassé le poste de radio. Il avait les nerfs malades, mais qu'y faire ? Elle ne pouvait pas rester éternellement enfermée dans cette pièce. Il faudrait bien qu'ils en sortent, ne serait-ce que pour manger. Une seule question comptait à ses yeux, et elle se la posa avec toute la froideur calculée que lui dictait l'instinct maternel. La sauvegarde de l'enfant devait passer avant toute chose, même avant sa propre sécurité, et pour l'assurer, rien ni personne ne la ferait reculer, pas même Jack. Mais avant d'élaborer un plan d'action, il fallait qu'elle sache, Jack était-il dangereux ou pas ? Il avait nié toute responsabilité dans ce qui était arrivé à Danny. Il avait paru sincèrement horrifié par les bleus sur son cou et par son état semi-comateux.
Si c'était lui le coupable, il avait probablement agi sous l'emprise d'un dédoublement de la personnalité. Et s'il avait commis cet acte en dormant, c'était paradoxalement plutôt bon signe. Il serait alors possible de lui faire encore confiance et d'obtenir de lui qu'il les emmène loin de l'Overlook. Mais après? Pour elle, il n'y avait pas d'après. Elle ne voyait pas plus loin que leur arrivée dans le bureau du docteur Edmonds à Sidwinder. Elle n'avait pas besoin de voir plus loin. La crise actuelle suffirait largement à lui occuper l'esprit. Elle berçait Danny sur sa poitrine en chantonnant. Ses doigts avaient bien senti sur les épaules de l'enfant la moiteur du t-shirt, mais elle ne s'était pas attardée à ce détail. Si elle y avait prêté attention, elle se serait peut-être souvenue que les mains de Jack étaient sèches quand il l'avait serré dans ses bras dans le bureau tout à l'heure, ce qui l'aurait peut-être fait réfléchir. Mais elle avait l'esprit ailleurs. Il fallait prendre une décision. Fallait-il, oui ou non, faire confiance à Jack? En fait, elle n'avait pas le choix. Toute seule, elle ne pouvait rien faire, même pas descendre à la réception et lancer un appel au secours sur le poste émetteur. Mais Danny avait reçu un choc terrible, et il fallait le tirer de là tout de suite, avant que le mal ne fût devenu irrémédiable. Elle se refusait à penser qu'il le fût déjà. Pourtant, elle n'arrivait toujours pas à se décider, et dans son angoisse cherchait encore une solution de rechange. Elle ne voulait plus laisser Danny à la merci de Jack. C'était pour Jack, et malgré ses pressentiments, et ceux de Danny, qu'elle avait accepté qu'il reste là, coupé du monde par la neige. Mais à présent, elle se rendait compte que ça avait été une erreur. Elle avait eu tort aussi de repousser l'idée d'un divorce, et la pensée qu'en faisant de nouveau confiance à Jack, elle risquait de commettre une nouvelle erreur, irréparable cette fois-ci, la paralysait. Il n'y avait pas de fusil dans l'hôtel. Elle avait bien remarqué les couteaux suspendus à la cuisine, mais Jack lui en barrait le chemin. Tout occupée à trouver une solution à son dilemme, elle ne voyait pas l'ironie de la situation. 1 heure auparavant, elle dormait, persuadée que tout allait bien, que tout s'arrangeait pour eux, et à présent elle s'apprêtait à s'armer d'un couteau de cuisine pour se défendre contre son mari s'il ne les laissait pas tranquilles. Tenant toujours Danny dans ses bras, elle se mit enfin debout sur ses jambes vacillantes. Sa décision était prise. Tant qu'il ne dormait pas, Jack pouvait encore se conduire comme un être de raison. Elle pourrait donc lui demander d'emmener Danny chez le docteur Edmonds à Sidwinder. Et si jamais Jack s'avisait de faire autre chose que de l'aider, que Dieu ait pitié de lui. Elle se dirigea vers la porte, l'ouvrit, et remontant Danny sur son épaule, sortit dans le couloir. « Jack » appela-t-elle d'une voix tremblante, mais il n'y eut pas de réponse. De plus en plus anxieuse, elle s'avança jusqu'à la cage d'escalier, mais Jack n'était pas là. Elle s'interrogeait sur la marche à suivre, quand tout à coup elle entendit monter d'en bas le refrain familier. « Roulons-nous, ma belle, dans les foins coupés. Couche-toi là, ma belle, ce n'est pas un péché. » Les paroles étaient chantées avec une ironie si féroce que Wendy aurait été moins effrayée par le silence, mais elle avait décidé de parler à Jack et elle se mit à descendre l'escalier vers le hall. Chapitre 28. C'était elle. Assis dans l'escalier, Jack avait pu entendre, à travers la porte fermée, le murmure des paroles consolatrices que Wendy susurrait à Danny, et son désarroi s'était transformé en colère. Au fond, rien n'avait changé. Rien dans l'attitude de Wendy, en tout cas. Même s'il s'abstenait de boire pendant 20 ans, elle le soupçonnerait toujours. Et le soir, quand il rentrerait du travail et qu'elle l'accueillerait à la porte avec un baiser, elle humerait encore à pleine narine son haleine, afin de détecter la moindre odeur de scotch ou de gin. Elle ne lui faisait grâce de rien. S'il avait eu un accident de voiture et que Danny eût été blessé, elle l'en aurait tenu responsable, même si l'autre chauffeur avait été ivre-mort, aveugle ou paralytique. Il revit son visage au moment où elle avait pris Danny dans ses bras. Il eut tout à coup envie d'effacer à coups de poing l'accusation qu'il y avait lue. Elle n'avait pas le droit. Si, au début, elle avait peut-être eu le droit. C'était vrai qu'il était devenu un ivrogne et qu'il était tombé bien bas, assez bas pour casser le bras de Danny. Mais si un homme s'amende, ne mérite-t-il pas, tôt ou tard, qu'on lui fasse de nouveau confiance? Et si on ne lui accorde pas cette confiance, n'a-t-il pas le droit de s'offrir les agréments d'un état dont il subit de toute façon l'ignominie? Est-ce qu'une jeune fille accusée à tort par son père de coucher avec tous les garçons du collège ne finit pas, de guerre lasse, par mériter les reproches dont on l'accable? Et si secrètement, ou pas si secrètement que ça, une femme continue de croire que son mari boit alors qu'il ne boit plus? Il se mit debout et descendit l'escalier jusqu'au palier et s'y arrêta un instant. Il tira son mouchoir de sa poche et s'en essuya les lèvres, tout en se demandant s'il n'allait pas regagner leur appartement, cogner sur la porte et exiger de voir son fils. Elle n'avait pas le droit de le traiter avec tant de désinvolture. Mais il n'était pas pressé. À moins qu'elle ne fût décidée à faire la grève de la faim, il lui faudrait bien sortir, tôt ou tard. À cette pensée, un sourire venimeux gagna son visage. À elle de faire le premier pas. Il n'avait qu'à attendre.
Il descendit au rez-de-chaussée, s'arrêta un moment près du bureau de la réception, sans trop savoir que faire, puis prit la direction de la salle à manger. À l'intérieur, les tables, avec leurs nappes en toile de lin propre et repassées, sous leurs housses en plastique, scintillaient de blancheur. La salle était déserte, mais le dîner sera servi à 20 heures, et à minuit on ôtera les masques, et que le bal commence. En se promenant parmi les tables, Jack oubliait un instant tous ses soucis, sa femme, son fils là-haut, le rêve, le poste de radio fracassé et les échymoses de Danny. Tout en laissant entraîner ses doigts sur les housses en plastique lisse, il essayait de s'imaginer cette soirée d'été du mois d'août 1945. L'Amérique venait de gagner la guerre, et un avenir tout neuf s'ouvrait devant elle, un avenir de rêve où tout paraissait possible. Des cordons de lanternes chinoises aux couleurs vives éclairaient l'allée circulaire devant l'hôtel, et les fenêtres de la salle à manger, aujourd'hui bouchées par les congères de neige, déversaient des flots de lumière dorée sur la pelouse. Partout scintillaient les déguisements aux couleurs chatoyantes, ici une princesse en satin, là un marquis en bottes mousquetaires. Les bijoux rivalisaient d'éclat avec les mots d'esprit, l'alcool coulait à flots, le vin d'abord, puis les cocktails, et pour finir des mélanges torboyaux. Et la rumeur des conversations qui s'enflaient, de plus en plus assourdissantes, jusqu'aux cris joyeux lancés par Derwent depuis le podium du chef d'orchestre. « Ôtez vos masques !» Et la mort rouge les tenait en son pouvoir. Jack avait traversé la salle à manger et se retrouva devant le Colorado Bar. Poussant la porte à double battant, il se dirigea vers le comptoir plongé dans l'ombre au fond de la pièce. C'est alors qu'un phénomène étrange se produisit. Il était déjà venu ici une fois pour vérifier la liste d'inventaire qu'Ullman lui avait remise, et il savait que toutes les étagères étaient vides, que l'on n'y avait absolument rien laissé. Et pourtant, aujourd'hui, dans la pâle lueur qui filtrait par les fenêtres enneigées, il crut distinguer, tapissant le mur du bar, des rangées entières de bouteilles qui scintillaient à côté de siphons d'eau de seltz. Aux trois robinets étincelants de la bière à la pression, des gouttes s'étaient formées. Il pouvait même détecter l'odeur de la bière, cette odeur humide de levure fermentée qui flottait autour du visage de son père quand il rentrait le soir du travail. Ouvrant de grands yeux, il chercha à tâtons l'interrupteur et alluma les lustres faits de grandes roues de calèche, garnies de petites ampoules de 20 watts, qui projetaient sur le bar une douce lumière tamisée. Il s'était trompé, il n'y avait rien sur les étagères, même pas une couche de poussière. Les robinets étaient secs, ainsi que les grilles en métal chromées de l'évier en dessous. Il s'assit sur l'un des tabourets et s'accouda sur le comptoir, bordé de cuir. Le bol à cacahuètes à sa gauche était vide, naturellement. C'était bien sa veine que le premier bar dans lequel il pénétrait après 19 mois d'abstinence fut complètement à sec. Une puissante vague de nostalgie douce amère l'envahit, et il se sentit gagné par le besoin physique de l'alcool qui lui brûlait les entrailles d'une soif que seul pouvait étancher de longues gorgées glacées. « Salut, Lloyd, dit-il. C'est plutôt calme ce soir. » Lloyd répondit que c'était exact et lui demanda ce qu'il voulait. « Je suis ravi que vous me posiez cette question, dit Jack, vraiment ravi. Parce que j'ai dans mon portefeuille 2 billets de 20 $ et 2 billets de 10, et je craignais qu'ils n'y moisissent jusqu'au mois d'avril. Il n'y a pas un seul bistrot dans le coin, c'est incroyable, et moi qui croyais qu'il y avait des bistrots partout, même sur la Lune. » Lloyd compatit à son malheur. « Voici ce qu'on va faire, dit Jack. Vous allez me préparer une vingtaine de martinis, 20 martinis tout ronds, d'un seul coup. Un pour chaque mois d'abstinence, plus 5 que je boirai à votre santé. Vous aurez le temps de me les préparer, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas trop occupé. » Lloyd répondit qu'il n'était pas trop occupé. « Vous êtes un brave type, Lloyd. Vous allez m'aligner tous ces martiens le long du comptoir, et je vais vous les descendre l'un après l'autre. Lloyd, mon pote, il faut porter dignement le fardeau de l'homme blanc. » Lloyd lui tourna le dos et se mit au travail. Jack enfonça sa main dans sa poche à la recherche de son portefeuille, mais n'y trouva que la petite bouteille d'excédrine. Il avait dû le laisser sur le bureau de la chambre dans laquelle sa vieille guenon d'épouse s'était enfermée à clé. « Félicitations, Wendy. Tu es vraiment la reine des salopes. »« Il semble que je sois un peu à court d'argent, dit Jack. Est-ce que la maison me fera crédit ?» Lloyd répondit qu'on lui ferait crédit. « Ah, c'est super. Vous êtes vraiment sympa, Lloyd. Vous êtes vraiment la crème des barmen. De bar à Boulder ou à Los Angeles, tant qu'on y est, il n'y en a pas de meilleur. » Lloyd le remercia du compliment. Jack décapsula la bouteille d'excédrine et en fit tomber 2 comprimés et les envoya dans sa bouche, qui fut aussitôt inondée de ce goût acide reconnaissable entre tous. Il eut tout à coup l'impression d'être observé, et que derrière lui, de vieux beaux et de belles jeunes femmes, installées dans les box, suivaient avec une curiosité un peu dédaigneuse le déroulement du drame qui se préparait. Mais quand Jack fit tournoyer son tabouret, il put constater que tous les box le long des murs étaient vides. Personne n'occupait les fauteuils de cuir capitonnés,
et sur les tables luisantes en formica noir, il n'y avait que des cendriers contenant chacun une pochette d'allumettes, portant en lettres dorées la légende Colorado Bar, avec en dessous une représentation stylisée de la porte à double battant. Jack se retourna vers le bar et avala avec une grimace ce qui restait du comprimé d'excédrine à moitié fondu. « Lloyd, vous êtes fantastique, dit-il. Déjà prêt? Votre rapidité n'a d'égal que la beauté de vos grands yeux napolitains. » Jack contemplait les 20 cocktails imaginaires, 20 verres embués de gouttelettes, chacun avec sa grosse olive charnue piquée au bout d'un cure-dent. Il lui semblait presque sentir l'odeur du gin. « L'abstinence, dit-il. Lloyd, avez-vous déjà rencontré un homme qui avait renoncé à boire ?» Lloyd reconnut qu'il en avait connu quelques-uns. « Mais est-ce que vous en avez rencontré qui se sont remis à boire ?» Lloyd reconnut qu'il ne pouvait pas l'affirmer avec certitude. « C'est bien ça, vous n'en avez jamais vu un seul, dit Jack. » Il referma sa main sur le premier verre, la porta tout arrondie à sa bouche ouverte, puis, la renversant vers le bas, il avala et envoya le verre imaginaire par-dessus son épaule. Le bal costumé avait pris fin et les convives étaient revenus à leur place. Ils l'observaient de nouveau, étouffant leur rire moqueur derrière leurs mains. Il pouvait les sentir derrière son dos, et si le fond du bar avait été recouvert d'une glace, au lieu de ces ridicules étagères vides, il aurait même pu les voir. Il pouvait bien les regarder tant qu'il voulait, il les emmerdait tous. « Non, Lloyd, vous n'en avez jamais vu un seul, reprit-il, car rares sont ceux qui survivent à l'épreuve de l'abstinence, et quand ils reviennent, ils vous font un récit effroyable de leurs tourments. Quand l'ivrogne renonce à boire pour suivre le droit chemin, ce chemin lui paraît une voie royale, qui domine de haut le ruisseau où se vautrent les poivreaux au milieu de leurs vomissures et de leurs bouteilles de Tumberbird et de Gandade. Il se dit que tous ces braves gens qui le sommaient de s'amender ou de déguerpir garderont désormais leurs flèches empoisonnées pour d'autres. Vu du ruisseau, Lloyd, mon ami, le droit chemin est le plus beau chemin du monde. Un chemin tout pavoisé, avec des fanfares qui rouvrent la marche et des majorettes qui font tournoyer leurs bâtons et vous montrent le bout de leur culotte en levant la jambe. L'ivrogne est persuadé qu'il faut prendre ce droit chemin et dire adieu à ces poivreaux du ruisseau qui se saoulent de n'importe quoi, même de leur propre vomi, et qui ramassent tous les mégots, même quand il n'en reste que le filtre. Il vida encore 2 verres imaginaires et les jeta par-dessus son épaule. Il aurait presque pu les entendre se fracasser par terre. Du diable s'il ne commençait pas à se sentir un peu parti. Ça devait être l'excédrine. Alors il se tire du ruisseau et il se met sur le droit chemin, tout fier de lui, vous pouvez me croire. Les spectateurs de part et d'autre du chemin l'applaudissent, l'acclament comme s'il était sur le plus beau char de tout le défilé. Il n'y a que les soulards, ivres-morts dans le ruisseau, qui n'applaudissent pas. C'étaient ses amis, mais tout ça, c'est fini maintenant. Il porta son poing vide à sa bouche et avala son 4e martini. Plus que 16 à descendre. Ça avançait bon train. Il oscilla légèrement sur le tabouret. Qu'il le reluque donc, puisque ça les émoustillait. Il n'avait qu'à le prendre en photo, comme ça il pourrait emporter son portrait avec eux. Mais bientôt il commence à découvrir la vérité, Lloyd. Mon pote, la vérité qu'il ne pouvait pas voir du ruisseau. Il découvre que le goudron frais de ce beau chemin lui colle aux pieds, qu'il n'y a pas de banc pour s'asseoir, que toutes les femmes qu'on y croise sont de vieilles harpies plates comme des limandes, habillées de robes longues avec un peu de dentelle autour du cou, et qui, pour faire leur chignon, ont si fort tiré sur leurs cheveux qu'on croit encore les entendre hurler. Elles ont toutes le même visage plat, pâle et luisant, et elles chantent à l'unisson vers la Jérusalem céleste. On lui passe un missel, et on lui dit de chanter lui aussi. S'il veut rester sur le droit chemin, il faut chanter matin, midi et soir, surtout le soir. C'est alors qu'il se rend compte de la vérité, Lloyd. La vérité, c'est que le droit chemin ne mène pas au paradis, mais en prison. Jack s'arrêta. Lloyd était parti. Pis encore, il n'avait jamais été là, et les martinis non plus. Il n'y avait que les fêtards dans leur box, et il pouvait presque entendre leur rire narquois, les voir qui le montraient du doigt, leurs yeux étincelants de cruauté. Faisant une pirouette sur son tabouret, il leur cria « Laissez-moi » Seul? Et tous les box étaient vides. Les rires s'étaient subitement tus, comme un bruissement de feuilles d'automne quand le vent tombe. Pendant un long moment, Jack promena son regard autour de la pièce vide. Sur son front, la pulsation du sang faisait saillir une veine. Au plus profond de son être, une certitude terrifiante prenait forme, la certitude d'être en train de perdre la raison. Il lui prit une envie folle de saisir le siège à côté de lui et de s'en servir pour tout saccager comme quelque furie vengeresse. Il pivota sur son tabouret et, face au bar, se mit à beugler. « Roulons-nous, ma belle, dans les foins coupés. Couche-toi là, ma belle, ce n'est pas un péché. » Le visage de Danny surgit devant ses yeux. Non pas son visage habituel, vif et animé, avec son regard pétillant, mais le visage cataleptique d'un mort vivant, les yeux ternes et opaques.
la bouche comme celle d'un bébé suçant le pouce. Mais qu'est-ce qu'il foutait là, bon Dieu? Comment pouvait-il rester là à faire le con alors que son fils était en train de perdre la boule, comme Vic Stenger, avant que les hommes en blouse blanche ne soient venus le chercher? Mais je ne l'ai même pas touché. Ce n'est pas moi, nom de Dieu. Jack? La voix était timide et hésitante. Il fut tellement surpris qu'en se retournant sur le tabouret, il faillit tomber. Wendy était là, juste devant la porte à double battant, berçant dans ses bras Danny, qui ressemblait à un affreux petit mannequin de cire dans un film d'horreur. Jack ne put s'empêcher de penser que le tableau qu'ils formaient à eux trois semblait tiré d'une de ces vieilles pièces de patronage sur les méfaits de l'alcoolisme. À une différence près, celle-ci avait été si mal mise en scène que le régisseur avait oublié de garnir les étagères de ce lieu de perdition. « Je ne l'ai jamais touché, dit Jack d'une voix brouillée. « Je ne l'ai jamais touché depuis la nuit où je lui ai cassé le bras, même pas pour lui donner une fessée. Jack, c'est sans importance à présent. Ce qui compte, c'est... »« Si, c'est important, hurla-t-il, cognant sur le comptoir et faisant tressauter les bols à cacahuètes vides. C'est important, nom de Dieu, c'est important. Jack, il faut l'emmener loin d'ici. Il est... Danny commença à remuer dans les bras de Wendy. Comme l'eau au printemps se libère de sa croûte de glace, ses traits perdirent peu à peu leur fixité inexpressive. Sa bouche se tordit comme s'il avait goûté à quelque chose d'amer et ses yeux se dilatèrent. Il leva les mains comme s'il voulait s'en couvrir le visage, puis les laissa retomber. Brusquement, il se raidit dans les bras de Wendy avec une force qui la fit chanceler. S'arc-boutant, il se mit à pousser des cris si perçants qu'ils faisaient résonner toutes les pièces vides du rez-de-chaussée. C'était comme si des centaines de Danny s'étaient mis à hurler en même temps. « Jack !» s'écria-t-elle terrifiée. « Oh, Jack, qu'est-ce qu'il a ?» Jack descendit du tabouret, les jambes complètement insensibilisées. Jamais de sa vie il n'avait éprouvé une pareille angoisse. Dans quel guêpier son fils s'était-il fourré? « Danny !» cria-t-il. « Danny !» Quand Danny vit son père, il s'arracha au bras de sa mère avec une telle violence que, prise au dépourvu, elle ne put le retenir. Projetée en arrière, elle alla heurter la cloison d'un des box et faillit tomber. « Papa !» hurla-t-il en courant vers Jack, les yeux exorbités de frayeur. « Papa, oh, papa, c'était elle, elle, oh, papa !» Il se lança de toutes ses forces dans les bras de Jack, qui faillit perdre l'équilibre, et se mit à le rouer de coups comme un boxeur, puis empoignant sa ceinture, il éclata en sanglots contre sa chemise. Jack pouvait sentir le petit visage chaud qui se frottait contre son ventre. « Papa, c'était elle !» Jack levant lentement son regard vers Wendy, ses yeux brillaient comme deux pièces d'argent. « Wendy ?» Sa voix était douce, presque câline. « Wendy, qu'est-ce que tu lui as fait ?» Le visage blême, Wendy soutint son regard d'un air incrédule. Elle secoua la tête. « Oh, Jack, tu ne vas pas croire que... » Dehors, la neige s'était remise à tomber. Chapitre 29. Entretien à la cuisine. Jack emporta Danny à la cuisine. L'enfant sanglotait toujours violemment, et blotti contre la poitrine de son père, refusait de lever les yeux. À la cuisine, Jack rendit Danny à Wendy, qui semblait complètement abasourdie et incrédule. « Jack, je ne sais pas de quoi il parle. Je t'assure, il faut me croire. »« Je te crois, dit-il, bien que dans son fort intérieur, il ne fut pas mécontent de voir les rôles inversés de façon si soudaine et inattendue. Mais sa colère contre Wendy n'avait été que passagère. Au fond de lui, il savait qu'elle aimerait mieux s'inonder d'essence et se brûler vive plutôt que de faire du mal à Danny. La grande bouilloire chauffait doucement sur le brûleur arrière. Il laissa tomber un sachet de thé dans la tasse de céramique et la remplit à moitié d'eau chaude. « Tu as du vin de Xérès pour la cuisine, j'espère, dit-il à Wendy. « Comment ? Ah, oui, bien sûr. 2 ou 3 bouteilles. Où sont-elles » Elle désigna le placard du doigt et Jack y prit une des bouteilles. Il versa une bonne rasade dans la tasse, rangea la bouteille et finit de remplir la tasse avec du lait. Puis il ajouta 3 cuillerées à soupe de sucre et remua. Il porta la tasse à Danny, dont les sanglots s'étaient calmés. Ce n'était plus que des reniflements et des hoquets, mais il tremblait de tout son corps et il avait toujours le regard fixe. « Je veux que tu boives ceci, prof, dit Jack. Tu n'aimeras pas le goût, mais ça te fera du bien. Tu veux bien boire pour ton papa ?» Danny fit un signe de tête affirmatif et prit la tasse. Il en but une gorgée, fit la grimace et interrogea Jack du regard. Jack hocha la tête et il but encore. Wendy ressentit l'habituel pincement de jalousie. Elle savait que Danny n'aurait pas bu pour elle. Cette idée en ramena une autre, bien plus déroutante, bien plus inquiétante. N'aurait-elle pas voulu croire à la culpabilité de Jack? N'était-elle pas jalouse au point de souhaiter l'ébrouiller? Sa mère, elle, aurait été capable d'une telle réaction, mais l'idée qu'elle pût lui ressembler, si peu que ce soit, lui était insupportable. Elle se rappela un dimanche quand son père l'avait emmenée au parc.
Elle était tombée du second barreau du jungle gym et s'était écorché les 2 genoux. Quand ils étaient rentrés à la maison, son père s'était fait attraper par sa mère. « Mais qu'est-ce que tu as dans la tête, malheureux? Tu ne sais donc pas qu'un père doit surveiller sa fille? Père indigne !» Les engueulades de sa femme l'avaient usé. Quand le divorce fut enfin prononcé, c'était trop tard. Dans le doute, on s'abstient de juger, mais elle ne s'était jamais abstenue de juger Jack. Elle avait toujours cru coupable. Et pourtant, malgré sa honte, elle sentait bien que si ça avait été à refaire, elle n'aurait rien pu changer, ni à sa conduite, ni à ses pensées. Elle portait en elle, pour le meilleur et pour le pire, la marque de sa mère, et elle la porterait toujours. « Jack » commença-t-elle, se demandant si elle devait s'excuser ou se justifier. Dans les 2 cas, elle savait que ce serait peine perdue. « Pas maintenant, lui dit-il. » Il fallut à Danny un bon quart d'heure pour boire la moitié de son grog. Il était maintenant à peu près calme. Ses tremblements avaient pratiquement cessé. Avec gravité, Jack posa ses mains sur les épaules de son fils. « Danny, crois-tu pouvoir nous dire exactement ce qui t'est arrivé? C'est très important. » Danny interrogea son père du regard, puis sa mère. Pendant cet instant de silence, ils entendirent hurler le vent du nord-ouest qui s'était levé. Le vieil hôtel, grinçant et gémissant, se préparait à subir les assauts d'un nouveau blizzard. Wendy venait de prendre conscience du fossé qui les séparait à présent, et elle se sentait prise de vertige. « Je vais tout vous raconter, dit Danny. J'aurais dû le faire avant. » Il reprit la tasse et la tint entre ses mains, comme si sa chaleur le réconfortait. « Et pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait avant, mon petit ?» demanda Jack, écartant doucement du front de Danny ses cheveux en désordre collés par la sueur. « Parce que t'avais tellement envie de ce poste que l'oncle Hal t'a trouvé. Je ne pouvais pas comprendre comment ce poste pouvait te faire tant de bien alors que l'hôtel te faisait du mal. C'était... » Il les regarda, les appelant à sa rescousse. Il cherchait le mot. « C'était un dilemme ?» demanda doucement Wendy. « Quand aucune solution n'est bonne ?»« Oui, c'est ça. » Soulagé, il hocha la tête. « Le jour où tu as taillé les buis, dit Wendy, Danny et moi, nous avons eu une conversation dans la camionnette. Le jour où il a vraiment neigé pour la première fois, tu te souviens ?» Jack fit un signe affirmatif de la tête. Ses souvenirs du jour où il avait taillé les buis étaient extrêmement nets. Wendy soupira. « Il faut croire que nous ne nous sommes pas tout dit. N'est-ce pas, prof ?» D'un air désespéré, Danny hocha la tête. « Et de quoi avez-vous parlé, au juste ?» demanda Jack. « Je ne suis pas sûr d'approuver le fait que ma femme et mon fils parlent de leur amour pour toi, le coupa Wendy. Oh, je n'y comprends rien. J'ai l'impression d'être arrivé en plein milieu d'un film. »« Nous parlions de toi, dit Wendy calmement. Nous ne nous sommes peut-être pas tout dit, mais nous savions la vérité. Nous la sentions. Moi parce que je suis ta femme, et Danny parce qu'il comprend les sentiments des autres. » Jack resta silencieux. « Danny l'a très bien dit. L'Overlook semblait te faire du bien. Tu avais échappé à toutes les contraintes qui t'avaient rendu si malheureux à Stovington. Tu étais ton propre patron. Le jour tu faisais un travail manuel et tu te permettais de garder tes facultés intellectuelles intactes pour le travail littéraire du soir. Or, à partir d'un certain moment, je ne saurais dire quand, l'hôtel a commencé à exercer sur toi une influence néfaste. Tu passais des heures à la cave à trier tous ces papiers, à ressasser ces vieilles histoires. Puis tu t'es mis à parler dans ton sommeil. »« Dans mon sommeil ?» interrogea Jack, surpris. Immédiatement sur ses gardes, il demanda « Je parle dans mon sommeil ?»« Oui, le plus souvent c'est embrouillé. Une fois que je me suis réveillé pour aller faire pipi, tu disais qu'on apporte les machines à sous et qu'on n'en parle plus. Personne n'en saura rien, personne ne le saura jamais. Une autre fois, tu m'as réveillé en sursaut en criant « Ôtez les masques !»« Oh, Seigneur !» dit-il en se passant la main sur le front. Il avait l'air malade. « Et tous les symptômes de ton alcoolisme sont revenus, » reprit Wendy. « Tu croques tes comprimés d'excédrine, tu t'essuies sans cesse la bouche, tu es de mauvaise humeur le matin. Et tu n'es pas encore arrivé à terminer la pièce, n'est-ce pas ?»« Non, pas encore, mais ce n'est qu'une question de temps. J'ai l'esprit ailleurs, un nouveau projet. Cet hôtel, c'est le projet qu'Al a voulu te faire abandonner. »« Mais comment le sais-tu » aboya Jack. « Tu m'espionnes à présent ?»« Non, dit-elle. Même si je l'avais voulu, je n'aurais pas pu écouter. Tu le saurais si tu n'avais pas l'esprit dérangé. J'étais en bas avec Danny ce soir-là. Comme le standard est coupé, le téléphone de notre appartement était le seul de tout l'hôtel à fonctionner, puisqu'il est relié directement à la ligne extérieure. Tu me l'as dit toi-même. Alors, comment sais-tu ce que Al m'a dit ? C'est Danny qui me l'a dit. Il le savait, comme il sait parfois où se trouvent les objets égarés, ou quand les gens pensent au divorce. Et le docteur a dit... Elle secoua la tête avec impatience. Le docteur nous a raconté un tas d'histoires, et nous en étions conscients tous les deux. Nous savons la vérité depuis toujours.
Souviens-toi quand Danny nous a dit qu'il voulait voir les camions des pompiers. Il ne s'agissait pas d'un pressentiment, c'était un bébé à l'époque. Il sait en fait ce qui se passe, et maintenant j'ai peur. » Elle scruta les bleus sur le cou de Danny. « Est-ce que tu savais vraiment que l'oncle Hal m'avait téléphoné, Danny ?» demanda Jack. Danny hocha la tête. « Il était très en colère, papa, parce que tu avais téléphoné à monsieur Ullman, et monsieur Ullman lui avait téléphoné à lui. L'oncle Hal ne voulait pas que tu écrives un livre sur l'hôtel. »« Nom de Dieu !» s'exclama Jack. « C'est bleu, Danny. Qui est-ce qui a essayé de t'étrangler ?» Le visage de Danny s'assombrit. « C'était elle, dit-il. La femme, dans la chambre 217, la morte. » Ses lèvres se mirent à trembler de nouveau. Il saisit la tasse à thé et but une gorgée. Jack et Wendy échangèrent un regard effrayé par-dessus sa tête penchée. « Est-ce que tu es au courant de cette histoire ?» lui demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Non, c'est la première fois que j'en entends parler. »« Danny, » il releva le visage terrifié de l'enfant. « Essaye, mon petit, nous sommes là. »« Je savais que cet hôtel était mauvais, » dit Danny à voix basse. « Je le savais dès notre arrivée à Boulder, parce que Tony m'a envoyé des rêves pour me prévenir. »« Quels rêves ?»« Oh, je ne me souviens pas. Il m'a montré l'Overlook la nuit, avec une tête de mort sur la façade. Et il y avait un bruit de coups. Quelque chose, je ne me rappelle pas quoi, me poursuivait. C'était un monstre, et Tony m'a mis en garde contre trop mal. »« Mais qu'est-ce que c'est que ça, prof ?» demanda Wendy. Il secoua la tête. « Je sais pas. »« Trop mal, comme quand on va chez le dentiste ?» demanda Jack. Danny secoua de nouveau la tête. « Je sais pas. Et quand nous sommes arrivés ici, monsieur Halloran m'a fait monter dans sa voiture et il m'a parlé du don. Lui aussi, il a le don. »« Le don ?»« Mais c'est... » Danny fit un geste large de la main, comme s'il voulait suggérer l'ampleur du phénomène. « C'est quand on comprend certaines choses, ou quand on sait des choses que les autres ne savent pas, ou qu'on voit des choses que les autres ne voient pas. Comme quand j'ai su que l'oncle Hal avait téléphoné. Et c'est comme ça que monsieur Halloran savait que vous m'appeliez prof. Une fois, quand monsieur Halloran était à l'armée et qu'il pelait des pommes de terre, il a compris que son frère venait d'être tué dans un accident de train. Et quand il a téléphoné chez lui, on lui a dit que c'était vrai. »« Nom de Dieu, chuchota Jack, tu n'es pas en train d'inventer tout ça au moins, n'est-ce pas, Dan ?» Danny secoua énergiquement la tête. « Non, je te le jure, papa. » Et avec une pointe de fierté, il ajouta. « Monsieur Halloran a dit que j'avais le don, moi aussi, et même qu'il n'avait jamais rencontré personne avec un don pareil. Nous avons parlé ensemble presque sans ouvrir la bouche. » Ses parents échangèrent un regard ahuri. « Monsieur Halloran m'a pris à part parce qu'il était inquiet, » poursuivit Danny. « Il m'a dit que l'Overlook était mauvais pour des gens comme nous. Il m'a dit avoir vu des choses. Moi aussi, j'ai vu quelque chose tout de suite après lui avoir parlé, pendant que monsieur Ullman nous montrait l'hôtel. »« Et qu'as-tu vu ?» demanda Jack. « C'était dans la grande suite, la présidentielle, sur le mur à côté de la porte de la chambre. Une grosse tache de sang et quelque chose de gélatineux, comme de la cervelle. »« Oh, mon Dieu !» gémit Jack. Wendy avait blêmi, ses lèvres étaient devenues presque grises. « Cet hôtel, dit Jack, a été la propriété pendant un certain temps de gens de la mafia de Las Vegas. »« Des gangsters ?» demanda Danny. « Oui, des gangsters. » Il regarda Wendy. « En 1966, un des caïds du milieu, un certain Vito Ginelli, a été assassiné ici avec ses 2 gardes du corps. Un journal a publié une photo de la scène qui correspond tout à fait à la description de Danny. Monsieur Halloran m'a dit qu'une fois il avait vu des choses bizarres dans le parc aux buis, reprit l'enfant. Une autre fois, c'était dans la chambre 217. C'est une des femmes de ménage qui s'en est aperçue la première, et elle a été renvoyée parce qu'elle en avait parlé. Monsieur Halloran est monté dans cette chambre et il a vu quelque chose lui aussi, mais il n'en a pas parlé parce qu'il ne voulait pas perdre sa place. Mais il m'en a parlé à moi, et il m'a dit de ne jamais y aller. Mais je l'ai fait quand même. Il m'avait dit qu'il n'y avait rien à craindre ici, que les visions que j'avais n'étaient pas plus dangereuses que des images dans un livre, et je l'ai cru. » Danny avait prononcé cette dernière phrase d'une voix à peine audible, en tâtant ses boursouflures sur son cou. « Il avait vu quelque chose dans le parc aux buis ?» demanda Jack d'une voix faussement naturelle. « Je ne sais pas. Il a mentionné les animaux en buis taillé, c'est tout. » Jack sursauta et Wendy l'interrogea du regard. « Tu as vu quelque chose, toi aussi, Jack ?»« Non, répondit-il. Rien ?» Danny le regarda à son tour. « Rien, répéta-t-il plus calmement. Mais c'était parfaitement vrai. Il avait été victime d'une hallucination, un point c'est tout. « Danny, il faut nous parler de la femme, dit Wendy doucement.
Alors un torrent de paroles se mit à jaillir pêle-mêle de la bouche de Danny. Dans sa hâte à en finir, il devenait presque incohérent. Au fur et à mesure que le récit avançait, il se serrait de plus en plus contre la poitrine de sa mère. « Je suis entré dans la chambre, commença-t-il. J'avais pris le passe-partout et je suis entré. C'était plus fort que moi. Il fallait que je sache. Et elle, la femme, elle était dans la baignoire, morte, toute grosse. Elle ne portait rien. » Il regarda sa mère d'un air malheureux. « Alors elle s'est dressée et elle a voulu me prendre. Je sentais bien que c'était ça qu'elle voulait. Elle ne pensait pas vraiment, pas comme papa et toi vous pensez. Elle avait des pensées noires, des pensées qui voulaient faire mal, comme les guêpes dans ma chambre. » Il avala sa salive et il y eut un court silence pendant qu'il se remettait du choc provoqué par la comparaison avec les guêpes. « Alors je me suis sauvé, dit Danny. J'ai couru à la porte, mais elle était fermée. Je l'avais pourtant laissée ouverte. Je n'ai pas pensé à la rouvrir, j'avais trop peur. Alors je me suis appuyé contre la porte, j'ai fermé les yeux et j'ai pensé à ce qu'avait dit M. Halloran, que ces visions ne pouvaient pas me faire de mal, qu'elles étaient comme des images dans un livre. Je me suis dit que si je répétais sans cesse « Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là !» elle finirait par s'en aller. Mais ça n'a pas marché. Sa voix se fit aiguë, hystérique. Elle m'a attrapé, elle m'a forcé à le regarder. Je pouvais voir ses yeux, ils étaient tout petits, puis elle a commencé à m'étrangler. Je pouvais la sentir, elle sentait la mort. « Chut, ça suffit maintenant, dit Wendy effrayée. Arrête, Danny, ça suffit comme ça. Elle s'apprêtait à le câliner de nouveau, les câlineries de Wendy Torrance, pensa Jack, remède miracle dont elle garde jalousement l'exclusivité. Laisse-le finir, dit Jack sèchement. Il n'y a plus rien à raconter, dit Danny. Je me suis évanoui. Peut-être parce qu'elle m'étranglait, peut-être parce que j'avais peur. Quand j'ai repris connaissance, je rêvais que vous vous disputiez tous les deux à cause de moi et que papa voulait recommencer à faire le vilain. Puis tout à coup, j'ai compris que ce n'était pas un rêve et que j'étais éveillé. J'ai fait pipi dans ma culotte. Comme un bébé, j'ai fait pipi dans ma culotte. Il renversa sa tête en arrière contre le pull de Wendy, puis complètement épuisé, il s'abandonna aux larmes. Jack se leva. « Occupe-toi de lui. »« Mais où vas-tu » demanda Wendy. Son regard était terrorisé. « Je vais monter dans cette chambre. Que croyais-tu que j'allais faire? Boire une tasse de café ?»« Non, je t'en prie, Jack, n'y va pas. »« Wendy, s'il y a quelqu'un d'autre dans cet hôtel, il faut le savoir. »« Je t'interdis de nous laisser seuls, hurla-t-elle avec une telle force qu'elle en postillonna. « Wendy, c'est une imitation remarquable de ta mère que tu fais là, répliqua Jack. Elle éclata en sanglots. Elle aurait voulu se cacher le visage dans les mains, mais la présence de Danny sur ses genoux l'en empêcha. « Je suis désolé, dit Jack, mais je dois le faire. Après tout, je suis le gardien, je ne fais que mon travail. » Ses pleurs redoublèrent et il la laissa. S'essuyant la bouche de son mouchoir, il referma derrière lui la porte de la cuisine. « Ne t'inquiète pas, maman, dit Danny. Il ne risque rien. Il n'a pas le don, lui. Rien ici ne peut l'atteindre. »« C'est faux, murmura-t-elle à travers ses larmes. Je ne te crois pas. » Chapitre 30. Nouvelle visite à la chambre 217. Jack prit l'ascenseur pour monter au deuxième. C'était la première fois depuis leur arrivée qu'il s'en servait, et il se sentit vaguement mal à l'aise. Il abaissa la manette en cuivre et l'ascenseur se mit à grimper en soufflant et en secouant furieusement la grille. Quand il vit apparaître sur le mur de la cage le numéro 2, il rabattit la manette dans sa position initiale et la cabine tomba à l'arrêt dans un grincement strident. Il tira de sa poche la boîte d'Excédrine, en fit tomber 3 comprimés, puis ouvrit la porte de la cabine. Non, l'Overlook ne lui faisait pas peur. Au contraire, l'hôtel lui était sympathique, et il avait l'impression que la réciprocité était vraie aussi. Une fois dans le couloir principal, il jeta les comprimés d'Excédrine dans sa bouche et les mâchonna l'un après l'autre. Enfilant le petit couloir transversal, il aperçut la porte entrebâillée de la chambre 217, avec le passe-partout dans la serrure. L'air mécontent, il fronça les sourcils. Son irritation s'était changée en colère. Cet incident était bien regrettable, c'était entendu, mais il n'aurait pas eu lieu si au départ Danny n'avait pas désobéi. On lui avait bien dit que certaines parties de l'hôtel lui étaient interdites. La remise, le sous-sol et toutes les chambres. Dès que Danny serait remis de sa frayeur, il le lui redirait en se montrant sévère, mais raisonnable. Il y avait des tas de pères qui ne se seraient pas contentés de remontrances et qui lui auraient administré une bonne fessée. D'ailleurs, c'était peut-être de cela que Danny avait besoin. Si l'enfant avait eu tellement peur, à qui la faute? Au fond, c'était bien fait pour lui. Il se dirigea vers la porte, retira le passe-partout qu'il mit dans sa poche et pénétra à l'intérieur. Le plafonnier était allumé. Il jeta un coup d'œil vers le lit, constata qu'il n'était pas défait, puis alla directement à la porte de la salle de bain.
Il avait eu une idée curieuse, et plus il y pensait, plus elle lui semblait vraisemblable. Bien que Watson n'eût mentionné aucun nom ni aucun numéro de chambre, Jack était persuadé que c'était celle-ci que l'épouse de l'avocat avait partagée avec le jeune rigolo, et que c'était dans cette baignoire qu'on l'avait trouvée morte, bourrée de barbiturique et d'alcool. Il poussa la porte avec son miroir en pied et pénétra dans la salle de bain. Elle était sombre. Il pressa sur l'interrupteur et examina la pièce. Tout en longueur, elle avait un faux air de wagon Pullman avec son décor 1900, revêtu et corrigé dans les années 20, typique de toutes les salles de bain de l'Overlook, à part celle du 3e étage qui était d'un luxe véritablement byzantin, digne des princes, politiciens, vedettes et chefs de gang qui étaient les clients les plus fidèles de l'hôtel. Le rideau de douche rose bonbon était tiré, comme pour protéger des regards indiscrets la baignoire aux pieds griffus. Les buis avaient pourtant bougé. Il sentait bien que la tranquille assurance, proche de l'arrogance qu'il ressentait depuis que Danny avait couru vers lui en criant « C'était elle !» commençait à l'abandonner. C'était comme si une main glacée s'était posée sur son épaule, faisant tomber sa température de plusieurs degrés. Sa colère contre Danny s'était évanouie. Il n'éprouvait rien d'autre pour son fils que de la compassion, et pour lui-même de l'appréhension. La gorge sèche, il fit un pas en avant et repoussa le rideau de douche. La baignoire était vide et sèche. Soulagé et exaspéré à la fois, il laissa échapper un petit soupir. La baignoire avait été récurée à la fin de la saison. À part les traînées de rouille sous les robinets, elle étincelait de propreté. Une légère odeur de désinfectant flottait encore dans l'air, une odeur humble et honnête qui continuerait sans doute à imprégner les lieux pendant des semaines et des mois. Il se pencha et passa les doigts sur le fond de la baignoire. Pas une goutte d'eau. Ou bien Danny avait eu une hallucination, ou bien il avait carrément menti. La colère commençait à le gagner de nouveau quand il remarqua le tapis de bain par terre. Il l'examina d'un air sévère, se demandant ce que diable il venait faire là. Pourquoi n'était-il pas rangé dans l'armoire à linge avec tous les draps, les serviettes et les têtes d'oreiller? Normalement, on rentrait le linge pour l'hiver. Même les lits n'étaient pas faits. Les matelas, protégés par des housses de plastique, n'étaient recouverts que de couvre-lits. Il tâta le tapis de bain. Il était parfaitement sec. Il rebroussa chemin et s'arrêta un instant dans l'embrasure de la porte. Tout était normal. L'enfant avait tout rêvé. Il n'y avait rien ici qui sortît de l'ordinaire. La présence du tapis de bain était peut-être surprenante, il en convint, mais il n'était pas déraisonnable de penser qu'une des femmes de ménage débordée l'avait oublié là, au dernier moment. À part ça, tout était... Ses narines se dilatèrent légèrement. Il identifia de nouveau l'odeur âcre, moralisatrice du désinfectant, mais une autre odeur aussi. De savon? Impossible. Pourtant, il n'y avait pas moyen de s'y tromper, c'était bien une odeur de savon. Pas de ces savonnettes d'hôtel, grandes comme des timbres-poste, mais un savon légèrement parfumé, un savon de femme. Si ce parfum avait pu s'exprimer par une couleur, ça aurait été le rose. C'était sans doute du Camay ou du Lowilla, la marque que Wendy avait toujours utilisée à Stovington. Oh, ce n'est rien, c'est ton imagination. Oui, comme les buis. Ils ont pourtant bougé. Mais non, ils n'ont pas bougé. Un début de mal de tête lui donnait des élancements aux tempes. Il traversa précipitamment la chambre et se dirigea vers la porte du couloir. Il s'était passé trop de choses aujourd'hui, beaucoup trop de choses. Il ne donnerait pas de fessée à son fils, il ne le brutaliserait pas. Il le raisonnerait, mais il n'allait tout de même pas ajouter la chambre 217 à la liste de ses problèmes. Surtout tant qu'il n'aurait rien trouvé de plus suspect qu'un tapis de bain sec et une vague odeur de savon Lowilla. Au moment même où sa main se refermait sur la poignée de la porte, il entendit derrière lui un raclement métallique et il sursauta comme s'il avait reçu, en touchant l'acier de la poignée, une décharge électrique. Ses yeux s'exorbitèrent et ses traits se crispèrent en une grimace convulsive. Il se reprit, lâcha la poignée et se retourna avec précaution. Ses articulations craquaient, il avait des jambes de plomb. Lentement, il revint sur ses pas jusqu'à la porte de la salle de bain. Le rideau de douche, qu'il avait repoussé pour examiner la baignoire, était de nouveau tiré. C'étaient les anneaux qui, en glissant sur la tringle d'acier, avaient provoqué ce bruit métallique, qui avait résonné à ses oreilles comme des ossements se tassant dans un caveau. Il regarda le rideau, bouche bée. Quelque chose se dissimulait derrière, dans la baignoire. C'était une forme indistincte, aux contours flous, qu'il devinait à travers le plastique. Ça pouvait être n'importe quoi. Peut-être n'était-ce qu'une illusion d'optique, provoquée par un jeu de lumière, ou l'ombre de la pomme de douche, ou même une femme morte depuis longtemps, étendue dans son bain, une savonnette Lowilla dans une de ses mains raidies, attendant la visite de son prochain amant. Jack savait qu'il aurait dû avancer d'un pas ferme vers le rideau et l'écarter pour voir ce qu'il cachait. Mais au lieu de cela, avec les mouvements brusques et saccadés d'un automate, il regagna la chambre à coucher.
La porte du couloir était fermée à présent. Il resta un long moment à la regarder, savourant sa terreur, puis, avec la même raideur mécanique, il se dirigea vers elle et referma ses doigts autour de la poignée. Elle ne s'ouvrirait pas, mais la porte s'ouvrit. Il chercha à tâtons l'interrupteur, éteignit la lumière, et sans se retourner, sortit dans le couloir, refermant la porte derrière lui. Il crut alors entendre, venant de l'intérieur, un bruit bizarre, suivi d'un clapotis d'eau, comme si tout à coup la baigneuse sortait de sa baignoire pour accueillir un nouveau visiteur, ou que, déçue que celui-ci se retirât sans aller jusqu'au bout de sa galanterie, elle s'était lancée à sa poursuite et allait, toute violacée, un affreux rictus aux lèvres, le rattraper et le ramener, peut-être pour toujours, à l'intérieur. Était-ce un bruit de pas approchant de la porte qu'il entendait, ou simplement les pulsations de son sang résonnant à ses tympans? Sa main s'acharnait maladroitement sur le passe-partout. Rétive, la clé semblait ne pas vouloir tourner dans la serrure. Le peigne finit par glisser dans la gâche. Avec un soupir de soulagement, il recula et s'adossa contre le mur du couloir, les yeux fermés. Une foule d'expressions toutes faites, des dizaines sans doute, se bousculaient dans son esprit. Tu perds la tête, tu déménages, tu travailles du chapeau, tu as les méninges en accordéon, tu as une araignée au plafond, tu as le timbre fêlé, tu ondules de la toiture, tu es bon pour le cabanon. Ou tout simplement, tu deviens fou. Non, gémit-il. Non, non, mon Dieu, pitié, mon Dieu. Non, répéta-t-il, sans se rendre compte qu'il pleurnichait et suppliait comme un enfant. Par-delà le tohu-bohu de ses idées et le martèlement assourdissant de son cœur, il perçut un petit bruit doux et agaçant, comme celui d'une poignée que l'on tourne en vain. Quelqu'un devait se trouver enfermé dans cette chambre, quelqu'un qui voulait désespérément sortir et faire sa connaissance, ainsi que celle de sa famille, tandis qu'au dehors la tempête hurlait et qu'une nuit de poids succédait à la lumière livide du jour. S'il avait ouvert les yeux et vu la poignée bouger, il serait devenu fou. Aussi les garda-t-il fermés jusqu'à ce que le silence fût revenu. Quand il se força enfin à les rouvrir, il craignait encore de découvrir la baigneuse debout devant lui. Mais le couloir était vide. S'arrachant à sa stupeur, il tourna le dos à la porte et gagna le couloir principal, où ses pas firent bruire la jungle bleue et noire de la moquette. Au passage, il s'arrêta devant l'extincteur qui semblait avoir changé de position depuis tout à l'heure. Les enroulements du tuyau de toile paraissaient être disposés autrement. Quand il était venu, le jet était dirigé vers l'ascenseur, il en était quasiment certain, alors que maintenant il pointait dans la direction opposée. « Je n'ai rien vu, dit Jack Torrance d'une voix claire. Il avait le visage livide et hagard, et ses lèvres esquissaient sans cesse un sourire irrépressible. Pour redescendre, Jack ne prit pas l'ascenseur, qui lui faisait trop l'effet d'une gueule grande ouverte. Il préféra emprunter l'escalier. Chapitre 31. Le verdict. Jouant avec le passe-partout dont il faisait teinter la chaînette à laquelle était suspendue la plaquette d'identification en métal blanc, Jack pénétra dans la cuisine et les dévisagea l'un et l'autre. Danny était pâle et paraissait épuisé. Wendy avait les yeux rouges, soulignés de larges cernes. Il comprit qu'elle avait pleuré et en fut heureux. Au moins n'était-il pas le seul à souffrir. Eux le regardèrent sans rien dire. « Il n'y a rien là-haut, dit-il, surpris lui-même du ton jovial de sa voix. « Absolument rien. » Sans cesser de faire sauter le passe-partout, il leur fit un sourire rassurant et observa leur visage gagné par le soulagement. Il se dit que jamais de sa vie il n'avait eu autant envie de boire un verre que maintenant.